devait partir pour 4 mois. Au bout de 2 mois, il rentrait de convoi avec un VAB, un véhicule à avant blindé. Le VAB a sauté sur une mine artisanale. Oui, on sait qu'il a fait un vol plané comme c'est pas possible avec ses collègues. Et là... Il y a des histoires qu'on n'entend pas parce qu'elles n'existent pas, parce que personne ose les raconter. Pierre-Olivier, infirmier militaire, opération Barkhane, en 2020, il saute sur une mine. Il continue à servir et en 2023, il part au Tchad. En mai 2024, il s'est suicidé dans la prison de Fresnes, 4 jours après son incarcération. Il avait 33 ans. Aujourd'hui, sa mère a accepté de témoigner pour que son fils ne soit pas qu'un dossier judiciaire. Parce que peut-être que ça aurait pu être ta mère, ma mère, un membre de ta famille qui subit ce mal-être. Bienvenue sur l'éveil des vétérans. Pierre-Olivier, c'était qui avant qu'il s'engage à l'armée? Pierre-Olivier était un garçon fédérateur, dynamique. Il a toujours aimé être dans l'aide. Il était très attiré par tout ce qui était secourisme, par tout ce qui était soin aux personnes. Dès son tout jeune âge, en fait, il avait vraiment cette capacité en lui d'aller au-devant pour apporter de l'aide, aussi bien psychologique que de l'aide par rapport physique, etc. Et j'ai même peut-être une petite anecdote à vous raconter pour vous dire par où ça a commencé. En fait, il était tout jeune encore, il était jeune enfant, il devait avoir quoi, peut-être 8 ans, et à l'époque, on avait un chat, un gros matou, qui s'appelait Gamin. Et un jour, je rentre dans la chambre de Pierre-Olivier et le chat était tout pâteau, était sur son postérieur et il se laissait faire. Et Pierre-Olivier avait confectionné pour faire une transfusion. En fait, il avait pris un dévidoir de sopalin, il avait pris un liquide produit vaisselle qu'il avait vidé et il avait relié le bout du produit liquide vaisselle avec un lacet jusqu'à la patte du chat. Et je lui ai dit, mais Pierre-Olivier, tu fais quoi? Il me dit, maman, je fais une transfusion au chat. Ça a commencé Excellent. Comme ça. Il devait avoir à peu près 8 ou 9 ans. C'est là que ça a commencé, en fait. Et qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu infirmier? Enfin, c'est la famille ou c'est lui dans... Pas du tout. Ah oui, c'est comme ça. Vous voyez, rien que le fait avec ce chat qui se laissait faire, d'avoir l'idée à 8 ans de confectionner une transfusion, c'était quand même déjà dans lui, en fait. Mmh. Et donc ça a commencé comme ça. Et puis. Et qu'est-ce qui a fait? Enfin, pourquoi il s'est engagé de quoi? Du coup, qu'est-ce qui l'a poussé à faire de quoi infirmier à l'armée? Alors en fait, c'était pas spécialement un engagement dans l'armée au départ. Okay. Il est allé jusqu'au bac. Il a fait un concours pour rentrer pour être infirmier dans une école. La première fois, il a obtenu le fait de pouvoir rentrer dans une école pour être infirmier, seulement il n'y avait plus de place. Donc il était sur une liste d'attente. Donc pour ne pas perdre une année, après son bac, il a fait une année de fac à Belfort, une année de fac de droit à Belfort. Et pendant cette année de fac de droit, il a de nouveau retenté pour un concours pour être infirmier. Et là, il a été accepté. Okay. Et il a été donc à l'école de la Croix-Rouge à Vesoul, où il est resté 3 ans. Mais Pierre-Olivier était déjà bien investi dans la Croix-Rouge, déjà d'Héricourt et puis après de Belfort, où il faisait quand même des manifestations, style les Eurokéennes, quand il y avait un concert, quand il y avait... Ah oui, d'accord. Quand il y avait des manifestations. Lors de sa 3e année, je crois, d'école d'inf à Vesoul, bien sûr, tous les ans, il y a des stages qui font dans différents services, etc. Donc, il a été envoyé à la base aérienne de Luxeuil. Et en rentrant, il m'a dit « Maman, je veux être infirmier militaire. » Pourquoi? Parce que c'est une famille, c'est une cohésion. J'adore, c'est un cadre, j'adore. Je veux travailler dans l'armée, mais en tant qu'infirmier. Et c'est à partir de là que... vraiment, sa voie s'est ouverte sur le côté militaire, le côté engagement, le côté cohésion, le côté cadre. Donc, il y avait déjà l'histoire du chat qui était déjà... son premier patient. On va dire comme ça. Et puis après,
son désir d'être infirmier, ça s'est quand même affiné par le fait qu'il voulait être dans une enceinte militaire, avec un cadre militaire. Il me parlait de cohésion, il me parlait de famille. Du coup, il s'engage en quelle année? Il est resté pratiquement quasi 10 ans, Pierre-Olivier, dans l'armée. Je ne pourrais plus vous dire exactement 2015-2016 Peut-être, je ne sais plus. Franchement, je ne pourrais pas vous dire l'année, je vais vous dire une bêtise. Mais en fait, dès l'instant qu'il a eu son diplôme d'infirmier, il a fait des demandes justement. Il voulait travailler dans une grande ville. Il voulait que ça soit vraiment. Il voulait qu'il y ait des interventions quand même assez lourdes, assez graves, parce que c'était. C'est ce qu'il animait. Pour lui, c'est ce qu'il animait. Il n'aurait pas aimé être dans un service. Je veux dire, hospitalier, où on fait des perfusions pour le coup toute la journée, où on fait. C'était pas du tout son kiff en fait, si vous voulez. Donc à partir de là, il a fait des CV qu'il envoyait un peu partout dans les grandes villes, ça peut être Lyon, Paris, etc. Et il a reçu donc une demande à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, où il a été accepté. Il avait donc un essai de 3 mois, je crois, et au bout du 2e mois, ça se passait bien, et au bout du 2e mois, il a reçu, je crois, un mail ou un courrier de l'hôpital des armées de Percy, qui était fortement intéressé par son profil. Donc il a été reçu à Percy, et donc il a laissé tomber, Pompidou, puisqu'il était qu'en essai, et donc il a été 3 ans aux urgences à l'hôpital des armées de Percy. Ok. Voilà. Et après, de toute façon, son but, c'était vraiment d'être au cœur d'une mission, de soigner toujours des choses graves, etc. Parce que Pierre-Olivier, ce qu'il avait fait aussi avant d'intégrer Pompidou ou même Percy, il avait fait ce qu'on appelle des stages commando. Ok. Des choses quand même très poussées. Alors il revenait, il était complètement crotté, comme vous pouvez imaginer, mais... Enfin, à leur faire des choses, comme vous pouvez imaginer, mais il adorait ça. C'est ce qu'il animait. C'était ça l'animait, ça le faisait exister, il aimait ça en fait. C'était qui pour vous, votre fils? Comment vous le représentez à ce moment-là? Il était fédérateur, il était dynamique, il était enthousiaste. Il fallait toujours qu'il y ait un projet. Il avait réussi à ça. Il fallait toujours qu'il y ait quelque chose qu'il fasse avancer. Un but, une mission. Un but, une mission en fait. Et je vois même au sein de notre famille, quand je veux dire, peu importe, un de ses grands-parents était pas bien, ou ci ou ça, tout de suite il prenait les choses en main, a appelé le SAMU, a appelé ci, faut faire ci, quitte même à nous engueuler parce qu'on n'était pas assez réactifs. Et puis il était très investi aussi au niveau du fort du Mont-Vaudois à Héricourt. C'est un ancien fort militaire qui a été donc, par l'intermédiaire de beaucoup de bénévoles, remis en état. Et il était devenu la mascotte du fort du Mont-Vaudois. C'est-à-dire que quand il y avait des visites et tout, il était ce qu'on appelait le monsieur sécurité. Et vraiment, il prenait son rôle très très à cœur et très très sérieusement. Voilà, il était... c'était quelqu'un de fédérateur et puis qui était dans une dynamique de faire, d'agir, très ouvert aux autres, très humain. Je pense qu'il était combatif en fait. Je pense qu'il avait déjà du sang aussi je vais pas dire de guerrier parce que j'aime pas trop ce mot-là, mais de combatif, de résistant. Ses arrière-grands-parents étaient résistants. De pas se reposer sur ses acquis. Aussi bien sur ce qu'il savait déjà, sur ce qu'il maîtrisait déjà, mais il fallait encore, parce qu'il kiffait ça en fait, comme il disait, moi je kiffe, j'adore apprendre dans ce milieu-là en fait, dans le milieu du soin, du secourisme aussi, etc. Il passe du coup plusieurs années, 3 ans c'est ça, à l'hôpital? Non, à l'école d'infirmier, la Croix-Rouge. Et ensuite il s'engage à l'armée, et là il fait une mission en 2020, ou il a fait d'autres missions avant? Sa première mission, c'était en 2020. Sa première mission en 2020. Ouais, il devait partir pour 4 mois à Barkhane. Alors bien sûr, très très heureux. Il était très très heureux, très excité. En même temps, comme vous pouvez l'imaginer, très quand même anxieux. Il était conscient de ce qu'il attendait, je ne sais pas, parce que comme c'était sa première mission, mais il était quand même conscient qu'il n'y allait pas pour se dorer la pilule sur un sable chaud avec 42 degrés de soleil, ça c'est sûr. Et moi je l'ai vu avant de partir, puisqu'il était venu quand même une semaine ici avant de partir au Mali, il était vraiment en mode... il était déjà en mode...
Je vais être un peu vulgaire, mais ne me faites pas chier, je suis déjà dans sa bulle. Prêt pour voilà, c'était ça. Il nous l'avait fait vraiment ressentir et voilà, donc bon, je vous raconterai pas un peu les adieux parce que c'était terrible. Et donc il devait partir pour 4 mois. Malheureusement, au bout de 2 mois, il rentrait de convoi. Et je crois qu'ils étaient 4. Ils rentraient de convoi avec un VAB, un véhicule à avant blindé. Et ce VAB a sauté sur une mine artisanale. Donc là, oui, on sait qu'il a fait un vol plané comme c'est pas possible avec ses collègues. Il a fait preuve d'abnégation comme c'est pas possible. D'ailleurs, ça a été vraiment, j'ai envie de dire, validé, reconnu. Enfin, et parce que bien qu'il était très choqué et aussi blessé, lui, il a quand même réussi à prendre en charge surtout un de ses camarades qui était blessé. Je ne sais pas s'il l'a pas perfusé. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tous les cas, il l'a sorti du VAB. Et moi, je me souviens d'une chose, c'est qu'il m'a dit, tu sais, maman, j'avais discuté 2 jours avant, je savais que ce gars-là, donc mon camarade, avait un enfant, etc. Et c'est ça. Et quand j'ai vu tout ça, après qu'on ait sauté sur cette mine, moi, j'ai pensé à lui, j'ai pensé à son enfant, j'ai pensé à sa femme, et je me suis dit, il faut que je m'occupe de lui, quoi. Et là, vous voyez, j'ai de l'émotion parce que je me dis, avec ce qui, après, avec ce qu'il a vécu, ce qu'on lui a fait subir, je trouve ça, il n'y a pas de mots, quoi. Il n'y a pas de mots. Donc c'est pour vous dire que malgré, c'est une qualité, il était très, voilà, preuve d'abnégation, je vais faire ce qu'il faut pour mes camarades. Il m'a toujours dit, je me suis mis en pilote automatique, je sais pas comment j'ai fait. Puis après, quand j'ai eu sorti mon camarade, je suis tombée dans les pommes et puis après, on s'est occupé de moi. Mais c'est pour vous dire qu'il était en pilote automatique, n'empêche que, tout en étant en pilote automatique, il a quand même pensé à ce père, dont l'enfant attendait le retour, quoi. Et c'était pour montrer son humanité, en fait. Son humanité, son altruisme aussi. Et vous, à ce moment-là, vous êtes en France. Comment vous l'apprenez, cette nouvelle ? Eh bien, je l'apprends, c'est un lundi, je me souviens. C'est un lundi, et bien sûr, depuis qu'il était parti en mission, forcément, moi j'avais toujours mon portable sur moi, hein, même à mon travail. Je pense que toutes les mamans et les papas avaient leur téléphone. Voilà, ça c'était obligatoire, même à mon travail, les gens le savaient, et de toute façon, c'était comme ça, c'était pas autrement. Des fois qu'on puisse l'avoir une seconde au téléphone, etc. Et c'est un lundi, donc je ne travaillais pas, j'étais partie faire une course, je ne sais où, et j'étais en voiture et j'avais mon portable sur le fauteuil passager. Et d'un seul coup, je prends mon portable et je vois WhatsApp, donc une photo de mon fils, complètement plein de terre, enfin avec une minerve, il était allongé avec une minerve, tout vraiment plein de terre, enfin, etc., avec les yeux. Avec en gros un message, ne vous inquiétez pas les parents, on a eu un accident, mais je suis vivant en gros, j'ai tellement eu peur de vous perdre, de mourir, je vous aime tellement, je vous envoie cette photo pour vous dire que je suis vivant, je suis à l'hôpital, voilà, on va sûrement me rapatrier. Donc j'ai vu la photo, donc je me suis vite garée forcément parce que vous voyez bien, je me suis garée. Et là donc il a fallu que j'appelle donc son papa et puis donc son compagnon, puisque Pierre-Olivier était pacsé avec un jeune homme très bien. Et donc j'ai appelé mon ex-mari qui était en réunion pour lui dire écoute, sors de ta réunion parce qu'il faut absolument que tu prennes ton téléphone. Donc c'est ce qu'il a fait. Et puis après il a fallu que j'appelle aussi son compagnon qui était en train de rouler. Et donc là j'ai pris des gants parce qu'il était en train de rouler. Je lui dis écoute, arrête-toi. Mais pourquoi d'habitude c'est moi, normalement c'est moi qu'on doit prévenir. Je lui dis s'il te plaît arrête-toi. Et là quand il a vu la photo, j'ai entendu un grand blanc. Enfin il y avait un grand blanc et on sentait vraiment que voilà quoi. Il était vivant certes, mais bon ça n'arrive pas qu'aux autres ces choses-là parce qu'on peut être les autres de quelqu'un d'autre. Puis voilà, puis on l'a eu un petit peu au téléphone. Et puis bon, il était vivant, on savait qu'il allait être rapatrié.
Il était rapatrié à Paris, du coup? Oui, oui, à Ouais. Percy, ouais, ouais. Il a été rapatrié à Percy, où il a été vraiment très très bien soigné, très bien pris en charge, aussi bien psychologiquement, mentalement que physiquement. Vraiment, il n'y a rien à dire au niveau des soins à Percy, ils ont été vraiment à la hauteur. À la hauteur. On a pu avoir accès à la chambre comme on voulait, ils sont organisés pour qu'on ait une chambre à la maison des familles. Et là, on a eu quand même toutes les hautes personnalités de l'armée qui sont venues voir Pierre-Olivier, qui l'ont encensé. Je sais, moi j'étais là, vous êtes un héros, mais Pierre-Olivier disait au fond de son lit, mais non, je ne suis pas un héros, moi j'ai fait mon travail, quoi. J'ai fait mon travail. Donc c'est vrai que ça faisait du bien, ça c'est sûr, mais bon, quand on sait après la suite... La suite, je dirais rien d'autre. du coup, il est en repos pendant un certain temps, j'imagine. Et après, oui, il reprend ses fonctions. Après, il reprend ses fonctions. Il est en arrêt maladie longtemps parce qu'il fait des stages à l'hôpital pour la rééducation, pour les examens cognitifs, etc., nerveux, etc., parce qu'il avait quand même l'onde de Blask avait quand même au niveau de ses organes, ça a été touché. Il avait une paresthésie au niveau gauche. Donc il a eu toute une batterie d'examens et puis il a fait quand même des stages à l'hôpital de Percy régulièrement pendant quelques années quand même. Hein. Je sais pas, 1 an, 2 ans, je vous dis n'importe quoi, je sais plus. Hein. Et après, bien sûr, lui, c'était son objectif, c'était quand même de vouloir repartir en opération extérieure parce qu'il avait un grand, grand sentiment de mission inachevée. Pour lui, c'est ses mots à lui, je cite Pierre-Olivier, il me disait, maman, tu sais, un infirmier, on est une personne ressource en fait. On est un petit peu comme la maman ou le papa de nos camarades sur une mission en fait. Et pour eux, pour le personnel médical, pour lui, c'était inconcevable d'avoir dû abandonner ses camarades qui avaient besoin de lui en tant que soignant en fait. Et il a vécu vraiment ça comme un échec de sa mission pour laquelle il est engagé. C'est ses propres mots, hein. Je n'invente rien, c'est ses propres mots. Et moi, on lui disait, mais de toute façon, t'as pas demandé à sauter sur une mine. Enfin, t'es allé au bout de ce que tu pouvais supporter. T'es blessé, t'es accidenté, tu peux pas soigner tes camarades en étant toi-même mal en point. Mais il a eu beaucoup, beaucoup de mal en tant que soignant d'être justement impacté. Et apparemment, c'est tous les soignants qui sont impactés qui réagissent comme ça. Alors, je pense que c'est normal. Mais il a eu vraiment ce sentiment de mission inachevée terrible. Et c'est pour ça qu'il avait vraiment ce besoin d'aller au bout d'une autre mission. Du coup, il vous l'a dit? Oui. Comment vous avez réagi à cette nouvelle-là? Parce que vous avez traversé quand même une période 2020 qui n'était pas simple. D'apprendre que son fils repart en 2023, au Tchad en plus. Il y a des membres de ma famille qui lui ont dit « Pierre-Olivier, c'est sûrement un signe que tu as là. Tu en as réchappé, c'est sûrement un signe. Fais attention, tu ne devrais pas y retourner, c'est un signe. C'est un signe de l'univers, si on y croit, c'est un signe de... » J'étais pas consciente, d'ailleurs je vous en ai parlé au téléphone, j'étais pas consciente de l'impact du stress, du choc de stress post-traumatique que des militaires peuvent subir. Je connaissais pas. Pour moi, c'était... Ouais, d'accord, il était choqué, d'accord, il avait pris quelque chose de très dur, il était suivi. Mais moi, j'étais pas consciente du mal invisible qu'il avait dans sa tête, dans son psychique. Parce que je pense que si j'avais été consciente de ça, je pense qu'avec son papa, on l'aurait... Je sais pas, on aurait réussi. Je sais pas si on aurait réussi, mais je pense qu'on l'aurait quand même mis... On l'aurait peut-être plus... pas accompagné, parce qu'on l'a accompagné, ça c'est sûr, on l'a accompagné avec ce qu'on savait, avec ce qu'on pensait, avec tout notre amour. Mais on n'avait pas les éléments pour nous aider vraiment à essayer, je dis bien à essayer entre guillemets, de le convaincre de ne pas repartir. Ça, moi, je l'ai su, je l'ai compris, je l'ai intégré quand j'ai, si vous voulez, j'ai lu un livre que Pierre-Olivier m'avait offert avant de repartir au Tchad, qui s'appelle « Le choc post-traumatique du militaire et les intimes ». Je ne suis pas sûre du titre, mais c'était ça. C'est un livre qui est comme ça. Je ne l'ai pas lu. Et c'est une fois que Pierre-Olivier était décédé que j'ai empoigné ce livre et que je l'ai lu. Et là, je me suis dit, je dis que toutes les familles
toutes les familles qui vivent avec un militaire qui part en opération extérieure, soit que c'est sa première opération extérieure, soit qu'il y retourne, toutes les familles devraient lire ce livre. Parce que moi, ça m'a mis devant le fait que, ben oui, mon fils avait ça dans la tête. Et je me dis que là, je me dis que j'aurais dû relire ce livre, quoi. Et c'est très compliqué pour moi, parce que je me dis que ce gosse, il avait sauté sur une mine au Mali, il avait ce stress post-traumatique. Est-ce que c'est pas un signe? Ou est-ce que c'est pas pour me dire, tiens, maman, lis, je peux peut-être pas te l'exprimer, ce que j'ai dans la tête, mais lis. Parce que là, moi, j'ai compris. Hein. Ça, moi, j'ai vraiment compris. Hein, que c'était extrêmement lourd, extrêmement grave, extrêmement impactant. Et je l'ai moi-même compris, comme je vous l'ai dit l'autre jour au téléphone, à un autre niveau, évidemment, parce que je suis pas militaire, j'ai pas vécu un nombre de chocs et tout. Moi, quand mon fils est décédé, on l'a appris d'une telle façon que ça a été abominablement inhumain et affreux, plus tout ce qu'on a vécu en tant que parents avant son incarcération, avant sa mise en garde à vue, comment je l'ai récupéré, quand on l'a ramené au tribunal, les 3 minutes de téléphone en prison, et puis quand on nous a appris au téléphone à 20h04 le 18 mai que Pierre-Olivier a mis fin à 6 jours. J'aime autant vous dire que ça, c'est imprimé dans ma chair, dans mon être, dans mon âme, dans tout mon être. Et... Justement, c'était ma question était là, c'est du coup il repart au Tchad, donc tout le monde l'accepte. Et là c'est différent, c'est pas un IED, c'est autre chose. Comment là vous avez été mis au courant à ce moment-là? C'est son compagnon, le 5 septembre. Ok, donc là ils sont passés. Qui m'a appelé au téléphone le matin. Pierre-Olivier, écoutez Christine, je sais que quand son compagnon m'appelle, qu'il est en opération, enfin c'est la seule fois qu'il m'a appelé, puisque la première fois c'était moi c'est Pierre-Olivier qui est venu à nous. C'est lui qui avait envoyé. Je me suis dit, ça sent pas bon, quoi. Parce que voilà. Il m'a dit, Pierre-Olivier a eu un accident, il a été agressé, il a pris des coups de scalpel. Mais moi, dans ma tête de civil, loin de ce monde du Tchad où c'est pas notre monde, c'est pas notre vie, on peut imaginer, mais on sait pas, en fait, on n'est pas dans le cœur du truc. Je me suis dit, bon, il va revenir en France, ça va aller. Pour moi, ça va être le même cheminement qu'au Mali, même si c'est autre chose. J'étais à 1000 lieues d'imaginer que le déroulement que ça a donné après. J'étais à 1000 lieues. On est descendu de je sais pas combien d'étages quand on a su la tournure que ça prenait. Donc c'est pour ça que j'en reviens au stress post-traumatique, que moi je l'ai vécu à moindre échelle évidemment, mais il a fallu que je fasse des séances de MDR parce que je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. Et c'est là que j'ai pris conscience, j'ai compris ce que mon fils, plein d'autres militaires qui ont un stress très important, ont vécu des choses bien pires, Qui ont vécu un choc. Un choc, oui, parce que bien pire, perdre son enfant comme ça, je suis pas sûre qu'il y ait pire. Il a fallu que je fasse des séances de MDR pour justement que ça reste dans moi, mais que ça prenne, j'ai envie de dire, que ça soit dans l'arrière-boutique de mon cerveau. Parce qu'avant, ça prenait tout l'espace de ma vie nocturne et dans la journée. Celui-là, il se fait rapatrier, pareil, en France, à ce moment-là. C'est à Paris. Comment ça se passe quand il rentre C'est un peu plus compliqué? Oh, très, parce que quand il a été agressé au Tchad, déjà, il y a eu, comment je veux dire, des émeutes au niveau de la base militaire où il était. Les civils tchadiens, je crois, enfin je voudrais pas dire de bêtises, mais en tous les cas, les gens tchadiens, militaires ou civils, j'en sais rien, voulaient rentrer dans la base parce que Pierre-Olivier, quelque part, c'était un petit peu l'homme à battre, je sais pas si on peut le dire, enfin bon bref. Et il y a ses camarades qui l'ont sécurisé, c'est même Pierre-Olivier qui s'est fait une perfusion tout seul. Ils lui ont donné une arme alors qu'il était complètement choqué, complètement traumatisé.
Là aussi, ça a réactivé son stress post-traumatique du Mali, tout ça. Il voulait le transporter, enfin la base tchadienne voulait française tchadienne voulait le transporter, le transférer à l'hôpital de N'Djamena. Ça n'a pas pu se faire tout de suite parce que il y avait beaucoup de monde devant la base qui voulait prendre Pierre-Olivier. Donc du coup, ils l'ont exfiltré, je crois de nuit. Je ne crois pas de bêtises, mais ils l'ont exfiltré jusqu'à la base, jusqu'à l'hôpital de N'Djamena, où là il était à peu près une semaine, je crois, dans une chambre d'hôpital avec un gardien à la porte. Et puis 3 jours après, un gardien dans la chambre, parce que Pierre-Olivier faisait des angoisses, et chaque fois qu'il voyait quelqu'un, il pensait que c'était pour le tuer en fait. Et donc il a été entendu par la gendarmerie ou la police tchadienne, et au bout de quelques jours, ils ont convenu que c'était vraiment de la légitime défense. Faut savoir quand même que Pierre-Olivier a quand même été quand même, je vais dire, touché au thorax plusieurs fois, ici, parce qu'il lui a mis la tête comme ça, et puis comme ça, il lui a quand même touché une corde vocale, ce qui fait qu'il n'a pas pu s'alimenter pendant quelques jours, et puis un coup derrière aussi la nuque. Il est reparti à Marseille. Et donc là, il a été, au bout d'une semaine, je crois, il a été de nouveau mis dans un avion, un vol sanitaire, je précise, et non pas un vol disciplinaire. Un vol sanitaire, et c'est bien marqué sur le dossier que c'était, vous savez, il y a des codes, c'était alpha, enfin, vous savez, c'était alpha, je ne sais plus quoi, enfin, bon, bref. Donc c'est bien preuve quand même que c'était quand même urgent, il fallait qu'il soit pris en charge, ce gosse, quoi, en fait. Et donc, il a été rapatrié à l'hôpital militaire de l'Aveyron, à Marseille. Donc son père et moi, nous avons pris la voiture, nous avons fait Belfort-Marseille, parce qu'il était hors de question que notre fils débarque avec tout ce qu'il avait subi seul, certes dans une base, dans un milieu militaire, d'accord, mais seul, sans quelqu'un, sans de l'affect, sans sa famille. Donc on a pris la voiture et on a fait Belfort-Marseille. On est arrivé avant Pierre-Olivier. On a été reçu par le directeur des urgences de l'hôpital militaire de Marseille, par le directeur des urgences qui nous a reçus dans une pièce, qui a parlé à voix basse, qui a fermé les fenêtres parce qu'il faisait beau en disant « on va parler doucement parce que vous voyez bien, c'est une affaire sensible ». On a été reçus vraiment comme des parents de fils qui avaient commis quand même quelque chose de très très grave. On a quand même réussi à avoir notre fils à peu près 3/4 d'heure, qui était complètement choqué, le bras en écharpe, avec tout son barda militaire. Il a passé une nuit à l'hôpital, et le lendemain, on a demandé pour le rapatrier, par nos propres moyens, vers Marseille, l'hôpital de Percy, parce qu'il avait tout son dossier. Ouais. Il connaissait, et puis il avait tout son dossier du Mali. Donc on a eu un papier, de toute façon on voulait pas reprendre Pierre-Olivier et faire Marseille-Paris, sans papier, imaginez qu'on ait un accident ou quoi que ce soit. Donc on a fait le trajet Marseille-Paris. Et ça c'est bien parce que Pierre-Olivier avait ses 2 parents. On est divorcés, mais bon, on est là pour lui, quoi qu'il arrive, de toute façon. Il a eu ses 2 parents et donc on a fait le trajet. Et là, il a été accueilli donc, à Percy, donc au service psy. Au niveau, pareil, au niveau soins, il n'y a pas eu de souci. Très bonne prise en charge. Par contre, ça n'a pas été du tout le cas au niveau de ses supérieurs, de l'armée, de ses camarades. Il n'a vu personne. Il s'est retrouvé seul Oui, il s'est retrouvé seul. Il a fallu... Pierre-Olivier était très 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 inquiet parce qu'il avait peur pour sa place. Il savait qu'il allait être en maladie, ça c'était clair et net. Il voudrait bien voir mon chef de corps, j'aurais bien voir mon chef de corps. Le chef de corps ne venait pas, etc. Donc on a décidé, son père et moi, d'aller au-devant de son chef de corps. Donc on a demandé un rendez-vous auprès de son chef de corps, qui nous a accueillis donc, à la base, à la caserne des matelots à Versailles. On a été reçus. Point. On a été reçus, ouais. Point. Je préfère me taire sur ce qui a été... Bref, on a été reçus. Et donc, à la suite de ça, le chef de corps a dit qu'il viendrait voir Pierre-Olivier. Effectivement, il est venu voir Pierre-Olivier quelques jours après. Pierre-Olivier
a demandé à son chef de corps, écoutez, moi je suis très inquiète, est-ce que je vais continuer mon travail, est-ce que ma place est assurée? Je me vois encore, hein, j'étais à côté, Pierre-Olivier était dans son lit, le chef de corps était au bout du lit de Pierre-Olivier, a dit, mais oui, t'inquiète pas, de toute façon, tu vas être en maladie, pour le moment je ne vais pas te voir dans la caserne, mais tu vas avoir ta place. La suite, on la connaît, puisque au bout de, je crois, 10 jours, 15 jours, et pendant son hospitalisation, je vous dis, il n'a pas eu de contact de ses camarades, il n'a pas eu de contact. Heureusement qu'il avait ses amis proches, ses 2 parents, ses familles au téléphone, parce que sinon Pierre-Olivier, il aurait été vraiment seul. Donc... Et du coup, il y a 10 jours qui se passent et il se passe quoi du coup non, c'est pour dire que, contrairement par rapport au Mali, où là il a été il revient reçu comme un héros, alors qu'en fait, nous, c'est pas le statut de héros, c'est j'ai fait mon taf. J'ai fait mon taf, je suis là pour soigner, mais j'ai fait mon taf. Ouais, et là, à l'isolement, à l'ignorance, c'est complètement l'abandon. Et on sait qu'il y a eu un ordre comme quoi il fallait que ses camarades le laissent tranquille. Je le sais parce que j'ai ouvert le téléphone de mon fils. Parce qu'à un moment donné, nous, en tant que parents, il faut bien qu'on cherche, on a besoin de réponses, parce qu'on ne peut pas commencer ne serait-ce qu'un tout petit peu d'apaisement si on n'a pas de réponse. Donc pour le moment, on n'a pas de réponse, on veut pas, on nous laisse, on nous abandonne comme on a abandonné Pierre-Olivier. Et donc pour nous, c'est pas du tout entendable en fait. On peut pas aller mieux, on peut pas, c'est juste pas possible, c'est inhumain en fait. Donc j'ai ouvert le téléphone de mon fils, je suis tombée sur des éléments qui disent bien ce que ça veut dire. Non seulement il a été lâché par certaines personnes de sa hiérarchie, j'en dirai pas plus, vraiment lâché, je le sais, parce que j'ai des connexions entre Pierre-Olivier et certaines personnes de sa hiérarchie qui l'ont copieusement lâché, c'est évident. Et il est bien dit aussi, 2 fois, il y a 2 éléments, comme quoi Pierre-Olivier a fait usage de son arme pour sauver sa peau, pour une légitime défense, et que c'est bien un autre militaire. Une fois c'est marqué qui a abattu le Tchadien, et une fois qui a... pas qui a abattu, c'est un autre mot, mais ça veut dire qui a tué le Tchadien. Neutralisé, ouais. C'est écrit noir sur blanc. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que parents, avec ça? Alors qu'on ne nous dise pas les choses, qu'on ne nous dose pas le dossier, c'est pas normal, parce qu'en plus, on s'est porté partie civile. C'est sûr que Pierre-Olivier est décédé, dans des circonstances injustes, scandaleuses, Ouais, c'est du coup, il arrive à l'hôpital. Et donc, il sort de l'hôpital à ce moment-là ou pas? Il sort de l'hôpital, oui. Il sort de l'hôpital. Ouais, il sort de l'hôpital. Là, j'imagine qu'il est en arrêt à ce moment-là. Il est en arrêt. Il est en arrêt. Jusqu'au jour où... Il est en arrêt sans je reviens à ce monsieur chef de corps. Son chef de corps le voit à l'hôpital. Pas de message, pas comment tu vas, rien. Donc il est en arrêt, plus de nouvelles. Il ne sait pas s'il va reprendre ses fonctions. Ah non. Et du jour au lendemain, on vient le chercher. Non. Ah non, d'accord. Non. Il sera, bien sûr, en maladie. Il recevra un mail ou un message, je crois. Je ne sais pas si c'est son chef de corps ou une autre hiérarchie. Je ne veux pas dire de nom parce que, vous voyez bien, quoi, c'est une autre personne qui était supérieure à lui, qui a envoyé un courrier, un mail ou un message en disant tu es suspendu pour les raisons de l'enquête, pour préparer ta défense, pour te protéger et protéger l'institution. Okay. Pierre-Olivier a pris ça en pleine face. Alors il était déjà, vous imaginez tout ce qu'il avait vécu, entre le Mali qui est réactivé, on le plante, je pourrais vous en parler jusqu'à ce soir. J'imagine de toute façon, et pas de nouvelles. Alors Pierre-Olivier, ce qu'il fait, comme tout être humain normalement constitué, il essaie d'appeler ses camarades. Est-ce que tu as des infos? Est-ce que ci, est-ce que ça? Silence radio. Je vous dis, heureusement que ses parents, nous, on était là.
et qu'il avait quand même 2 ou 3 de ses vrais amis, des amis sûrs, des personnes sûres, comme il disait, qui étaient là, parce que Pierre-Olivier, je sais pas. Il reçoit le courrier et tout de suite après, il doit préparer sa défense. Et après, ils sont venus le chercher? Il y a eu du temps avant. Il y a eu du temps quand même, ouais. Il y a eu du temps avant parce qu'en fin de compte... C'était un an après, là, un truc comme ça. C'est-à-dire que Pierre-Olivier, il avait espoir en fait d'être en maladie, bien sûr, et puis de réintégrer petit à petit, etc. Ah oui, jusqu'au jour où, après le fait qu'il soit suspendu, il reçoit un message ou un mail, je ne sais plus de qui, c'est les 2 personnes que j'ai citées avant, comme quoi il fallait qu'il vienne rechercher ses affaires à la caserne de Versailles. Ouais. Donc il prend sa voiture, Pierre-Olivier, il va chercher ses affaires. Il n'a pas pu rentrer. Il a pu rentrer dans la caserne, mais il n'a pas pu rentrer dans son bureau tout seul. Sur sa porte, il y avait marqué adjudant Pierre-Olivier Kleitz. Elle n'y était plus. Sans qu'il soit prévenu, rien du tout. Elle n'y était plus. Ah oui, du coup, il reçoit le courrier. Ensuite, on lui dit de prendre ses affaires. Ouais. J'ai une photo. Sans vraiment d'explication. Ouais. Et quand il va dans son bureau, il rencontre donc justement cette personne qui est au-dessus de lui, mais c'est pas son chef de corps, qui lui dit comment tu vas. Oh, je me souviens. Et puis Olivier lui a dit mais depuis quand on s'occupe de savoir comment je vais ici? Je cite les paroles de Pierre-Olivier. Vous savez, c'est pas des choses que j'invente parce que c'est des choses qui sont gravées. Et donc Pierre-Olivier a pris tout son barda. J'ai même une photo qu'il m'a envoyée. Il est à son véhicule, derrière il y a tout son barda de militaire, et il dit voilà maman, 8 ans d'armée, derrière. Avec un smiley qui... Je lis la photo. Voilà comment on traite les militaires qui s'engagent et puis qui, excusez-moi, mais moi je me lâche. Là, il se passe du temps et après, là, c'est là où, en mai, ça commence à... Avant, ah oui, encore des... Pierre-Olivier, donc de toute façon, vous imaginez bien que... Voilà, ça va descendre, ouais. Déjà qu'il était bien fragilisé par tout ce qu'il avait vécu, etc. Donc là, c'est la descente. On était très inquiets. Pendant 8 mois, on a été très inquiets. Vraiment, très inquiets, très en souci. Il est venu 1 ou 2 fois ici nous voir, mais il n'était pas bien. Il était toujours inquiet par rapport à son poste. Puis j'ai peur. Il avait peur de... de ça, de cette histoire. Puis il se disait, mais quand même, le Tchad a classé l'affaire, enfin ils reconnaissent bien, donc ça va aller, etc. Machin. Mais il était quand même très inquiet. Et donc, à un moment donné, il a quand même rebondi, comme il pouvait, et il a fait des démarches pour retrouver un travail, parce qu'il a pris conscience que de toute façon, il ne pouvait pas continuer, même si son contrat était renouvelé. Son contrat devait être renouvelé au mois d'avril ou au mois de mai, je crois. De l'année, il a dit de toute façon j'ai pris conscience, je ne peux pas redonner de ma personne pour une institution des gens qui ne sont pas là au moment où j'en ai le plus besoin. Ils me cassent encore plus. Je ne peux pas continuer tout ce que j'ai au fond de moi, je ne peux pas, c'est une trahison, c'est une tromperie. Je lui ai dit Pierre-Olivier, moi je suis complètement d'accord avec toi, il faut que tu essaies de retrouver du travail avec le CV que tu as, qui est long comme 2 bras. Effectivement, il avait fait des démarches, il avait retrouvé du travail, il avait retrouvé un emploi à l'Hôtel Dieu, je crois. Bon, bref. Et puis après, il a eu ce qui l'embêtait, c'était les horaires, etc. Puis finalement, après, il a eu une opportunité. Donc à la clinique Bellevue, je vais la nommer parce que c'est des gens extraordinaires. Il a eu un contact, c'était une clinique de santé psychologique et mentale à Meudon, où il lui proposait un poste de cadre infirmier avec des responsabilités, avec des horaires quand même beaucoup plus légères, si vous voulez, enfin légères,
qu'à l'hôpital, il n'était pas en état encore de prendre un rythme d'hôpital, etc. Là, c'était quand même, c'était de la santé mentale, donc c'était pas du tout la même chose. Ouais. Et vraiment, la clinique Meudon, la clinique Bellevue à Meudon, moi, franchement, je n'ai pas peur de les nommer, au contraire, parce que c'est des gens qui ont été extraordinaires, d'humanité, de bienveillance, d'empathie par rapport à Pierre-Olivier. Ils ont été extraordinaires, d'une gentillesse, mais vraiment. Et Pierre-Olivier, dans son grand malheur, il a eu quand même, j'ai envie de dire, la chance de retrouver, un court instant, puisque ça a été 3 semaines, une famille, une vraie famille, professionnelle, qui avait foi en lui et qui ne l'ont pas abandonné, parce qu'ils l'ont même, en sortant de garde à vue, ils lui ont dit: Pierre-Olivier, on ne comprend pas ce qui t'arrive, mais tant que ton essai n'est pas fini, même si tu es incarcéré quelques jours, on te reprend. Tu as pu fédérer en quelques jours toute une équipe. Et j'ai gardé contact avec la directrice. Et je me dis que dans son grand malheur, il a quand même connu des gens qui avaient foi en lui, malgré qu'il était au ras des pâquerettes. Parce que du coup, il a fait de la garde à vue plusieurs fois ou une fois? Une fois. Une fois, hein. Donc, d'accord, c'est quand il sortira. Ouais, il avait déjà. Ouais, ok. Donc, du coup, après, là, j'imagine que on va le chercher pour le. Donc, Pierre-Olivier commence à reprendre un peu du poil de la bête. Il fait aussi des gardes à la Croix-Rouge le week-end. Il s'endort pas sur ses acquis. Il fait des gardes à la Croix-Rouge où vraiment il est à fond, quoi, dans ce qu'il fait, hein. Et puis là, donc, il prend son travail où il va y rester 3 semaines. Ah oui. Enfin, il va y rester déjà une première semaine. Un mardi matin, la police ou la gendarmerie, je ne sais pas qui, viennent le chercher avec des gilets pare-balles, Colt à la ceinture. Vous êtes en garde à vue à partir de maintenant pour homicide volontaire sur un Tchadien il y a 8 mois. On lui met les menottes. On lui prend tous ses portables, tous ses ordinateurs. Tellement il a peur, à un moment donné, il a envie d'aller aux toilettes, il est obligé d'aller aux toilettes avec la porte ouverte. Bon, je le dis parce que ça a conduit à ce que Pierre-Olivier disparaisse. Hein. C'est des détails, mais c'est des détails qui sont très importants quand on est dans des cas comme ça, et puis qu'on accumule sur quelqu'un qui était déjà fragilisé, mais quand même l'envie, la détermination, le désir de reprendre un travail, de gagner sa vie, de ne pas être aux frais de la société. Et donc il en avait quand même sous le pied. Et ça, on n'en a pas pris en compte. On a pris en compte juste l'acte de défense. Et en plus, qui a été reconnu vraiment légitime par le pays étranger. Il était prévenu quand on allait venir le chercher ou pas? En garde à vue? Ouais. C'est du jour au lendemain. Il était prêt pour aller avec son travail. À 6h du matin, ils sont venus frapper à sa porte. Vous êtes Pierre-Olivier Kleitz? Oui. À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue pour homicide volontaire il y a 8 mois sur un Tchadien. Donc, je ne vous l'explique pas. Hein. Non. On peut envie d'avoir aller aux toilettes tout de suite, tellement on a... Hein? Et puis, ils lui ont fait traverser sa rue avec les menottes. Ils sont allés jusqu'à sa voiture, ils ont fouillé sa voiture et ils l'ont emmené à garde à vue. Où il a passé, je crois, une nuit. Hein. Il a passé une nuit au dépôt. Je le vois encore me dire, il faisait froid, il y avait la lumière, j'avais froid, on nous présente au juge le lendemain, on n'est pas lavé, on n'a pas bu un café, rien du tout, on est vraiment mis... Et donc il a été présenté à une juge, c'est une femme. Je n'étais pas là, c'est sûr, mais je crois en mon fils, je crois en ce qu'il dit. Je crois en ses paroles parce que moi je l'ai récupéré à la fin de la garde à vue, enfin le lendemain, et j'ai vu mon fils complètement sidéré, laminé, il n'était plus là en fait. Il était complètement estomaqué de ce qu'on venait de lui faire vivre. Puis lui, c'est un gars normal, comme vous, comme moi, qui n'a jamais fait de mal à personne. Bien au contraire.
Quand vous êtes un malfrat, quand vous êtes un, je veux dire, quand vous êtes un tueur, un criminel, à la limite, j'ai envie de dire, c'est votre vie. Vous êtes mis en garde à vue. Ouais, bah, je suis mis en garde à vue une fois de plus. Quand vous êtes quelqu'un de sain, quand vous êtes quelqu'un qui a œuvré pour l'État, qui a œuvré pour la République, je ne veux pas dire qu'il a œuvré pour la France, parce que la France, il l'aimait et on l'aime toujours autant. Il avait beaucoup de respect pour la France, mais moi, je parle de l'État et de la République. C'est pas pareil. Comment voulez-vous qu'on réagisse autrement que comme il a réagi? Qui savait qu'il avait subi ce qu'il avait eu et qui a été blessé en 2020. Donc il a failli, enfin il a été blessé quoi. Sachant ça, plus le suivi psycho qui a été reconnu en plus, il était ESPT. Il était reconnu ESPT ou En fait, avant de partir au Tchad. Après le Mali. Ah oui. Voilà. Oui, donc il savait aussi que l'État était aussi psychologiquement. Il fallait faire doucement. Après, Pierre-Olivier, si on en revient à cette période-là, Pierre-Olivier, comme je vous l'ai dit, il avait vraiment ce sentiment de mission inachevée. Vraiment, il avait pour besoin pour lui, c'était vraiment important de se prouver. Il était tellement à fond, tellement, c'était son ADN en fait. Ouais, c'est là où l'État n'a pas pris en compte en fait quand ils sont arrivés et quand été quand même brusques de venir à 6h du matin et de le mettre dans une boîte. C'est un peu quand même sans prendre en compte en fait toute sa carrière. C'est quand même assez. Enfin, je me demande où ça a bloqué quoi. Oui, et donc cette juge, Pierre-Olivier m'a dit, moi je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi méchant, je n'ai pas pu en placer une. Elle a été vraiment méchante, c'est ces mots, elle a été vraiment méchante. Quand je suis venue avec un garde devant la juge, les menottes devant, elle m'a fait repartir en disant aux gardes, je veux 2 gardes avec les menottes derrière. Je ne sais pas si vous imaginez. Non, c'est clair. Et donc, il était convenu, je ne sais pas comment on dit, il était convenu il était dit qu'il serait mis en détention, mais la juge des libertés et des détentions a dit, mais enfin, ce gars-là, il a retrouvé un travail, il paye son appartement, il a investi à la Croix-Rouge, est-ce qu'il a fait du bruit depuis 8 mois? On n'entend pas parler de Pierre-Olivier Kleitz? Non, il n'y a pas lieu de le mettre en détention, en fait. Et là, la juge a dit, alors Pierre-Olivier, vous l'imaginez derrière son box, les menottes derrière en pleurs, le tribunal vous fait une fleur, soyez-en digne. Là, Pierre-Olivier en pleurs a dit, j'en serai digne, madame la juge. Et il est sorti, c'est son avocate qui l'a sorti. Il nous a appelé le soir même, complètement en pleurs. T'imagines, maman, j'aurais pu passer une nuit en prison, mais j'ai rien fait, je me suis défendue. Moi, le lendemain, pauvre, j'ai pris le train, je suis allée voir Pierre-Olivier, je suis allée chez Pierre-Olivier, et là, j'ai vu mon ex-mari est venu le lendemain. Et tout le temps, si vous voulez, les 15 derniers jours de la vie de Pierre-Olivier, on a été présents chez lui. Donc on a vu notre fils les 15 derniers jours de sa vie, sauf les 4 jours de prison. On l'a vu. Et il allait à son travail. On l'a vu. Il allait à son travail. J'aime autant vous dire que Pierre-Olivier, il est allé au bout de ce qu'il pouvait supporter en tant qu'être humain. Il est allé au bout de ce qu'il pouvait supporter en tant qu'être humain. Et on lui a même dit un jour, on était chez lui, on est là, papa, maman, toi, on est tes parents, quoi que tu aies dit, quoi que tu aies fait, quoi que tu aies entendu, quoi que tu aies agi, on sera toujours là pour t'écouter, pour t'entendre, pour te protéger, on fera tout ce qu'il faut. Si tu as commis quelque chose, que tu penses que c'était pas bien ou que c'était mal ou que tu as agi parce que sous le coup de l'impulsion, dis-nous-le. Et là, Pierre-Olivier nous a dit, mais enfin, vous sans déconner, ça va pas, mais moi j'ai rien fait de mal, moi je me suis défendu. Et il y a un autre il y a un autre gars qui est arrivé, mais il nous a vraiment pris de haut, il nous a engueulés, quoi. Il nous aurait dit s'il y avait eu quelque chose, il nous l'aurait dit. C'est sûr, il nous l'aurait dit. Et donc il est sorti de garde à vue, donc il a passé ses 10 jours comme il pouvait, hein, avec nous. Vous imaginez dans quel état de stress, et tous les jours on disait bon, allez, ça va aller. Et c'est le dernier jour, 10 jours après, parce qu'ils avaient 10 jours pour faire appel, le parquet a fait appel, il a reçu l'état de son travail en réunion, il a reçu un message de son avocate en disant le parquet a fait appel. Le 14 mai, on a amené notre fils au tribunal, Michel, moi,
son compagnon, il y avait 3 amis de Pierre-Olivier très proches qui étaient là. On n'a pas pu rentrer au tribunal parce qu'ils se traitaient les affaires de Nice, les attentats de Nice. On a dit au revoir à notre fils un matin de printemps, il faisait gris dans un bar. On l'a serré plus fort qu'on pouvait. On l'a vu partir avec son manteau gris de printemps, complètement détruit, complètement broyé. Et on n'a plus revu notre fils. Puisque 2 heures après, l'avocate est sortie en disant il a été incarcéré à Fresnes, mais vous faites pas trop de soucis, il va être en milieu médicalisé et protégé. On a eu Pierre-Olivier 4 minutes au téléphone. C'est pas 4 minutes, 1 seconde, c'est 4 minutes. C'est Michel, mon ex-mari, qui a pris la parole parce qu'il fallait bien quand même qu'on ne pouvait pas tous parler. Il y avait son compagnon, moi et son père. On lui a demandé s'il avait besoin de l'argent. On lui a dit il faut absolument que tu changes d'avocat parce que ton avocate, elle n'est pas venue le voir en prison. Pas un contact, pas un message, pas un appel, rien. Alors qu'il aurait suffi peut-être qu'il y ait un appel ou une visite, parce qu'elle pouvait aller le voir, pour que ça change la donne. Pierre-Olivier a écrit 2 lettres. Il a écrit une lettre à ses grands-parents et à sa marraine en disant je vais pas vous dire que je vais bien, ça serait mentir, mais je fais confiance au papa et à la maman qui me sortent de là. Enfin bon bref, je vous aime de tout mon cœur, etc. Si je ne vous revois pas, je m'en voudrais toute ma vie, etc. Parce que ses grands-parents sont déjà âgés quand même. Hein. Donc voilà. Vous pouvez m'écrire, ça c'était l'avant-veille du drame. Et nous, il nous a écrit une lettre aussi à ses 2 parents et à son compagnon en disant je vous fais confiance, sortez-moi de là, mais je ne pense pas tenir longtemps. Quand on dit que dans les prisons, les lettres sont ouvertes, si les lettres sont ouvertes, on n'a pas tenu compte de ces appels au secours. On n'a pas tenu compte de ces appels au secours. Donc c'est tout un dysfonctionnement, multiples dysfonctionnements de gens qui n'ont pas fait leur travail, tout simplement, et je n'ai pas peur de le dire. Ils n'ont pas fait leur travail, ils ont failli. Là, ça fait 1 heure qu'on échange. J'aurais une question, une dernière question, enfin plusieurs dernières questions, on va dire. Pourquoi tu témoignes là aujourd'hui, ici? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de cette histoire-là? S'il y a quelque chose que tu n'as pas partagé peut-être, ou que tu sens que c'est important de le dire là. Mais j'ai envie, pour moi, dans mon fort intérieur, pour moi j'ai une mission en fait. Pour moi j'ai une mission, comme Pierre-Olivier est parti en mission, sa première mission il n'a pas pu aller au bout. La deuxième mission, on sait comment elle s'est finie. C'est comme si moi j'avais à reprendre le flambeau puis à aller au bout de cette mission qui m'a été confiée en fait. Pour moi c'est très important, c'est essentiel parce que c'est ce qui me permet aussi de me lever chaque matin en me disant t'as des choses à faire, il y a un but en fait. Il y a un but. C'est pas pour chercher mettre le doigt sur un tel, une telle qui a failli. Ça à la limite on s'en fiche parce que de toute façon le résultat il est là. Un homme est mort, un homme jeune, engagé, qui était loyal, qui a été, calme et obéissant jusqu'au bout. Puisque avant de se mettre un drap autour du cou, et ça je le répète quand même, parce qu'il faut quand même que ces gens le sachent, il a écrit « Je suis très fier d'avoir servi mon pays, mais je ne comprends pas ce que je fais ici, les démons du Mali sont trop présents. » Il aurait très bien pu dire... il aurait très bien pu salir l'armée, salir l'État. Ouais. Alors que là, il met « Je suis très fier d'avoir servi mon pays. » Pas en colère. Ouais. Vous savez, c'est dur, hein. Parce que, voilà, ils ont en fait... c'est pour ça que moi, je me bats en tant que maman, parce que c'est dans mes tripes. Pierre-Olivier est dans mes tripes, dans mon ventre, dans mon âme, il est partout. Et son immense courage, son engagement aussi bien dans le civil que dans l'armée, m'oblige à essayer de ne pas à faire pour que ça soit su, parce que c'est important. Et Pierre-Olivier doit être... je parle de Pierre-Olivier, mais quand je parle de Pierre-Olivier, je pense aussi à tous les autres militaires, tous les soldats
qui sont malheureusement pas revenus ou qui sont revenus complètement déglingués dans leur cerveau parce qu'il y a des choses terribles qu'on ne peut pas, nous, en tant que civils, connaître ni imaginer. Je témoigne parce que ça me fait du bien de poser les mots sur mes mots qui sont profonds. Moi aussi, je suis traumatisée, je suis choquée. Et ce traumatisme, je l'aurai jusqu'à mon dernier souffle. Et je veux témoigner pour que des paroles soient dites, et par le biais de personnes comme vous, qui aidaient, qui êtes là, qui nous soutenaient, qui connaissaient ce milieu-là, quand même particulier. Ça permet peut-être d'avoir une ouverture avec les autres familles qui se battent, peut-être avec d'autres circonstances, d'autres drames, mais qui se battent pour justement que nos militaires, aussi bien les hommes et femmes, ne soient pas morts pour rien, puis ne soient pas morts dans l'anonymat, ni dans l'inconsidération, et puis l'ingratitude totale de l'État. Qu'est-ce que tu demandes concrètement à l'État du coup? Moi, ce que j'aimerais que l'État, qu'on soit déjà réellement entendu, qu'on soit réellement écouté. On a été reçus au ministère de la Justice au mois de novembre. On a été reçus par 2 personnes. On a été reçus par un conseiller pénitentiaire du ministère de la Justice, un homme très bien, qui a pris vraiment des gants, qui a pris beaucoup d'humanité pour nous expliquer l'arrivée en détention de Pierre-Olivier, l'incarcération de Pierre-Olivier, comment ils avaient trouvé Pierre-Olivier, et l'après-décès de Pierre-Olivier, quand il est resté en prison, jusqu'à aller, à l'Institut médico-légal. Il a vraiment pris des gants et de l'humanité. Il était sincère et plein de sensibilité. Et on a été reçus aussi par une magistrate qui, elle, a été d'une inhumanité incroyable. Elle nous a profondément blessés, mais par contre, elle a quand même dit des choses qui étaient écrites dans le dossier, comme quoi il y avait bien un 2e militaire qui avait fait irruption et qui avait fait usage de son arme sur un homme à terre pour être sûr qu'il ne fasse plus de mal. C'est écrit dans le dossier. Et elle nous a dit des choses vraiment très très dures. Elle nous a profondément blessés, mais par contre, elle n'a pas réussi à nous détruire puis à nous mettre en état de ne plus combattre. Donc l'État, j'aimerais vraiment qu'il nous entende, qu'il nous reçoive, qu'on soit vraiment reçus comme on le doit. Monsieur Lecornu nous a reçus vraiment de façon très humaine, très authentique au mois de septembre 2024. Mais ce n'est pas suffisant. J'aimerais vraiment qu'on soit reçus par des gens qui sont à l'écoute, qui entendent ce qu'on a à leur dire, qui entendent notre souffrance, et qu'ils valident notre souffrance. Je demande aussi, et surtout à l'État, que notre avocat ait enfin l'accès au dossier pour laver l'honneur de notre Pierre-Olivier. C'est très important, c'est surtout ça, l'accès au dossier pour notre avocat qui demande depuis quasiment 2 ans. 2 ans? Ah oui, puisqu'il est décédé, ça va faire 2 ans, Pierre-Olivier est décédé. Oui. Si Pierre-Olivier t'entendait aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais qu'il sache? Je ne suis pas sûre qu'il ait besoin d'autre chose à savoir, parce qu'il sait. Il sait. Moi, je suis connectée avec mon fils, je crois en son âme, et il sait ce que je fais, il sait que j'agis, il sait ce que je fais, il voit ce que je fais, il ressent. Je ne pense pas qu'il ait besoin que je lui exprime ce que je fais pour lui, pour d'autres, parce que pour d'autres aussi militaires qui sont dans des détresses pas possibles, des autres familles, etc. Et je ne suis pas sûre qu'il ait besoin que je lui dise plus que ce qu'il sait. Parce qu'il sait tout, mon fils, puisqu'on est connectés. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie vraiment. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement, et puis vraiment, merci beaucoup. Et je vous souhaite force surtout, et courage.